Nouvelle édition de Défense, et pendant que la délégation israélienne est actuellement à Doha, avec le chef de la délégation, c'est le chef du Mossad, nous avons voulu comprendre ici ce qui est en train de se jouer justement à Doha. Avi Avner, justement ancien officier du Mossad, vous êtes là pour nous éclairer. Si je résume la situation, vous me dites et vous me corrigez si je me trompe. Israël veut un accord, bon, la question est de savoir dans quelles conditions. Le Hamas n'est pas là et n'en veut pas. Il faut se souvenir que la délégation israélienne est arrivée alors qu'il n'y a pas de délégation de la part du Hamas. Nous savons qu'il y a des hommes du Hamas qui sont au Qatar et que le Qatar est proche du Hamas. Mais si on parle un instant de cet accord, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. On ne sait pas combien d'otages sont encore en vie. Nous n'avons pas leur nom. Nous ne savons pas quel est leur état de santé. À titre personnel, je pense que le Hamas ne souhaite pas un accord. Il souhaite que les négociations continuent pour rester pertinent. En fait, c'est à cela que ça sert. Sauf que il y a un acteur principal, ce sont les États-Unis, Avi Avner. Et pour les États-Unis, un cessez-le-feu signifie la fin de la guerre. Vous répondez quoi ? Les États-Unis se dirigent vers des élections et les États-Unis veulent voir le retour des otages et veulent la fin de la guerre. De leur point de vue, un cessez-le-feu, c'est mettre un terme à l'état de guerre. Il y a eu une déclaration aujourd'hui un peu étonnante selon laquelle Tsahal avait fini le travail dans la bande de Gaza et n'avait plus rien à y faire. Et je peux vous dire que dans les semaines à venir, nous allons trouver beaucoup de tunnels entre la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, l'armée israélienne a publié le fait qu'un drone a montré une cinquantaine de tunnels entre l'Égypte et Gaza, en tout cas du côté de Rafah. Les États-Unis, pour eux, ils disent c'est un accord à long terme ou rien. Nous ne pouvons pas sortir de l'axe Philadelphie et il faut se souvenir que tout l'armement de grande taille qu'on a trouvé dans la bande de Gaza non seulement est arrivé en provenance de l'Égypte, mais que les Égyptiens ont reçu des commissions, beaucoup d'argent. Certains de ces fonds sont parvenus à des dirigeants égyptiens, ou des proches en tout cas des dirigeants égyptiens. Je sais que je vais peut-être vous choquer. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on appelle une capitulation diplomatique ? C'est ce à quoi on essaye de nous mener, mais il faut aussi se souvenir qu'il y a des pressions en Israël qui appellent à un accord maintenant, et si on fait un accord et qu'on n'a pas la libération de tous les otages, cela ne fonctionnera pas, c'est-à-dire que le reste des otages ne sera pas libéré pendant plusieurs années, et c'est une pression qui découle de considérations contre le Premier ministre. Il y a un mélange entre les manifestations qu'il y avait avant la guerre et la situation actuelle. Et il faut se souvenir que même s'il y a un accord, eh bien, on n'aura pas tous les otages. C'est-à-dire, comme Ron Arad, on aura toujours des otages dont on ne saura pas ce qu'il est advenu d'eux. Ce qui peut rendre fou, effectivement, les Israéliens qui ont peut-être la mémoire courte. Avi Avner, il y a 20 ans, je me souviens de ces briefings sécuritaires de Shaul Mofaz. J'étais déjà en Israël, le ministre de la Défense. Et déjà à l'époque, l'armée disait, nous conseillons au ministre de la Défense de sortir de l'axe Philadelphie. Ça veut dire quoi ? On n'apprend rien ? On n'apprend pas de ses erreurs dans l'appareil sécuritaire ? Tout d'abord, le retrait de la bande de Gaza par Ariel Sharon l'a obligé aussi à sortir de l'axe Philadelphie pour des raisons juridiques. Mais effectivement, il faut garder à l'esprit qu'il y a eu que l'armée et d'autres services de sécurité ont échoué le 7 octobre. Ils ne peuvent pas dire, comme l'a dit le chef d'état-major, nous pouvons trouver des solutions, on peut rentrer, ressortir, rentrer. Il faut complètement couper l'Égypte de la bande de Gaza pour ne permettre d'entrer de rien du tout. Oui, sauf que vous faites partie de cette génération post-Yom Kippour, jusque dans les années 90, vous saviez trancher. J'ai peut-être parfois l'impression que la génération d'après ne sait pas le faire.
Je pense que les guerres sont aussi différentes. Voyez la guerre en Ukraine, cela fait déjà plus de 2 ans et nous sommes près depuis 1 an en guerre. Ça n'est plus des guerres éclairs, des guerres instantanées. Il faut se souvenir que nous sommes entourés de pays ennemis. Le monde autour de nous essaye de créer, et surtout l'Iran essaye de créer une guerre sur plusieurs fronts, ou un front très très large. Et c'est là le défi le plus important, c'est-à-dire que même s'il y a un accord dans la bande de Gaza, est-ce que cela résoudra le problème face au Hezbollah? Si nous avons un accord avec le Hezbollah, que se passera-t-il s'il y a des missiles qui sont tirés d'Irak et de Syrie? On n'en voit pas la fin. Donc en gros, allez taper la tête du serpent, si je lis entre vos lignes. Dernière question à Avi Avner. Vous avez bien connu la chasse aux anciens nazis. C'est votre aussi domaine d'activité lorsque vous étiez au Mossad. La plupart des terroristes qui sont libérés reprennent le chemin des armes. En l'occurrence, cette semaine, par exemple, 3 terroristes qui ont été libérés ont repris le chemin des armes, ils ont été éliminés. Il n'y a pas d'autre solution? Tout d'abord, je pense que l'accord de la libération de Gilad Shalit était une erreur, parce que parmi les milliers de prisonniers qui ont été libérés, il y avait 6 Noirs. Je pense que la tête du serpent, effectivement, la tête de l'hydre, c'est l'Iran. Et si la dernière fois, ils ont tiré 300 missiles et des drones, ça n'a rien fait, puisque nous avons intercepté 99% de ces missiles avant même qu'ils entrent sur le territoire israélien, eh bien, que vont-ils faire? Ils vont tirer 600 projectiles. Cette fois-ci, il faut le dire, Israël ripostera. Or, l'Iran n'a pas les capacités de défense aérienne comme nous en avons et n'a pas cette coalition. Et cette fois-ci, nous allons attaquer. Et ça n'est pas seulement nous, les Américains et les Britanniques aussi attaqueront. Et de notre point de vue, c'est effectivement l'occasion de couper la tête de l'hydre. Et je repose la question en 30 secondes. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de libérer les terroristes qui ont du sang sur les mains? Non seulement il ne faut pas les libérer, mais il faut les exécuter. Un terroriste dont on sait, comme les terroristes du Nourba du 7 octobre, c'est comme Adolf Eichmann, il faut les pendre au écourt. Propos extrêmement durs de votre part. Merci, Avi Avner, ancien officier du Mossad, d'avoir répondu à mes questions. Alors en attendant, selon, et vous l'avez dit, l'armée américaine, les Américains estiment que l'armée israélienne a terminé ou sur le point de terminer son travail à l'intérieur de Gaza. Loïc Stécher-Chocron. Israël a atteint le maximum de ce qu'il pouvait faire militairement à Gaza. C'est ce qu'affirment des responsables sécuritaires américains au New York Times. Israël a réussi à déstabiliser le Hamas, à tuer un certain nombre de ses dirigeants et à réduire considérablement la menace qui pesait sur Israël avant le 7 octobre. Et ces responsables vont même plus loin. Tsahal ne serait pas en mesure d'éliminer complètement le Hamas à Gaza, tandis que le retour des 115 otages ne serait pas réalisable par des moyens militaires. À cela, l'armée israélienne répond qu'elle a les capacités d'atteindre ces 2 objectifs, rapatrier tous les otages et démanteler l'organisation terroriste. C'est aussi le message du chef d'état-major aux tout jeunes soldats israéliens. Votre brigade combat dans la bande de Gaza pour démanteler le Hamas. Cela signifie tuer ses commandants et autant de terroristes que possible. Parce qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, nous ne sommes pas prêts à avoir cette présence et cette capacité du Hamas dans la bande de Gaza. Nous sommes très, très déterminés. Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air israélienne a démantelé plus de 30 sites du Hamas, à savoir des infrastructures souterraines et autres installations de stockage d'armes et d'explosifs. Des dizaines de terroristes ont également été éliminés. Et j'ai le plaisir de recevoir Bradley Bowman, directeur du FDD, Foundation for Defense. Merci d'être avec nous. Je vous repose exactement la même question que j'ai posée à Avi Avner, et on vient de le voir dans ce sujet. Les États-Unis disent que le travail militaire a été accompli à Gaza et qu'Israël ne peut pas aller plus loin. J'ai envie de vous titiller un peu, Bradley Bowman, et dire que ce n'est pas parce que les États-Unis n'ont pas terminé le travail en Somalie, en Afghanistan et en Irak qu'ils doivent demander la même chose à Israël.
Merci beaucoup pour votre question. Moi, j'adapterais une perspective un peu différente sur le sujet. Je ne suis pas sûr que l'administration Biden affirme que le Tsahal ne peut pas aller plus loin, mais qu'il ne devrait pas aller plus loin. C'est-à-dire que la définition d'un succès, c'est quelque chose de subjectif. Annihiler, complètement éliminer le Hamas, c'est plus facile à dire qu'à faire, et cela prendra des années. Le succès, c'est aussi s'assurer que le Hamas n'aura pas les moyens pour renouveler un événement tel que le 7 octobre, en tout cas à court terme. Et donc, si c'est là l'objectif, eh bien, la mission a été accomplie. S'il s'agit de la destruction complète du Hamas, nous n'en sommes pas proches. Je pense que du point de vue de l'administration américaine, ils disent, nous ne voulons pas d'une guerre régionale, nous voulons que les combats dans la bande de Gaza cessent pour toutes sortes de raisons. Et du point de vue israélien, ils disent, le 7 octobre a été horrible et inacceptable, nous devons tout faire pour empêcher que cela se répète. Donc on a des perspectives qui se rencontrent mais qui ne sont pas complètement identiques entre le gouvernement israélien et l'administration américaine. Oui, alors j'aimerais reprendre sur le mot devrait. Les États-Unis avaient dit aussi à Israël ne devrait pas aller à Rafah. Or aujourd'hui, par exemple, un drone montre 50 tunnels à Rafah et sur l'axe Philadelphie. Donc finalement, le devrait est plus que subjectif. Oui, bien sûr, il y a différentes perspectives, c'est évident. Et il n'y a pas d'unanimité non plus à Washington. La vue américaine, le point de vue américain n'est pas monolithique, de la même qu'il ne l'est pas en Israël. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ils n'ont pas dit n'allez pas dans Rafah, mais comment aller dans Rafah, quelles munitions devraient être utilisées, aussi les mesures nécessaires pour évacuer la population civile. Et d'une manière générale, Israël a essayé d'appliquer cela de manière assidue pour éviter le plus de victimes civiles possible. Alors on comprend bien sûr, que le Hamas utilise les civils comme des boucliers humains pour protéger des terroristes, ce qui cause des victimes civiles qu'ils utilisent par la suite dans leur campagne politique. Bradley Bowen, vous connaissez parfaitement la doctrine de la guerre. Je vais vous poser une question difficile, parce que vous n'êtes pas diplomate. Mais est-ce que là, on n'est pas en plein dans la diplomatie du compromis ? Yes. Oui, il y a eu des efforts qui ont été faits pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza depuis plusieurs mois, et en permanence on en attend un et il ne vient jamais. Oui, il y a eu plusieurs points de vue, et il y a des points de vue fondamentalement différents entre, bien sûr, l'organisation terroriste et le Hamas et Israël. Le Hamas veut un cessez-le-feu permanent, ils veulent survivre pour pouvoir renouveler le plus de 7 octobre possible. Israël ne veut pas d'un cessez-le-feu permanent parce qu'il veut détruire le Hamas le plus possible, puisque c'est une organisation terroriste et meurtrière, et qui a affirmé qu'il voulait renouveler et répéter le 7 octobre. Donc on a un conflit, évidemment. Mais il y a aussi les otages qui souffrent dans les circonstances les plus difficiles qui soient. Donc de mon point de vue, un cessez-le-feu provisoire serait dans l'intérêt d'Israël et dans les États-Unis. Cela permettra de faire rentrer plus des otages, et cela fera baisser un peu la température aussi entre Israël et Washington, ce qui serait utile. Cela permettra de continuer l'afflux d'armements américains vers Israël pour qu'ils puissent l'utiliser s'il y a des opérations plus sérieuses, notamment face au Hezbollah et à l'Iran. Oui, vous êtes d'accord, c'est-à-dire que oui, il y a une pause, mais pas à une capitulation diplomatique. Un expert américain a déclaré tout récemment que c'est le déploiement américain qui a fait finalement, qui a pesé de son poids sur l'Iran pour ne pas qu'il y ait d'attaque, mais il a comparé ça à une parade militaire jusqu'à ce que cela soit prouvé, que l'inverse soit prouvé. C'est-à-dire que pour l'instant, Khamenei voit des bateaux, très bien, c'est très joli, mais il n'y a pas de menace. Je ne pense pas
puisse remettre en question le fait que dès le lendemain du 7 octobre, il y a eu une attaque contre Israël, mais de manière générale, cela a été relativement à petite échelle, si on peut considérer que le tir de roquettes c'est à petite échelle. Il continue ces attaques contre Israël pour créer ce dilemme sur la capacité d'Israël à mener la guerre sur deux fronts. Et s'il n'y a pas eu de véritable guerre sur deux fronts, une des raisons, c'est pas grâce au déploiement exceptionnel de la force militaire américaine dans la région après le 7 octobre, dans les semaines qui ont suivi. Donc, je pense que la plupart des experts reconnaîtront que c'est le cas. Mais bien sûr, on a vu que le conflit dans le nord d'Israël ne fait que s'intensifier. Il y a de plus en plus d'attaques, plus meurtrières, de plus en plus intenses, plus de victimes. Donc, on a une escalade graduelle. Mais aussi bien en Israël qu'en Iran ou au sein du Hezbollah, on veut éviter un conflit. Il y a eu bien sûr la mort de ces enfants dans le Golan. Il y a eu l'élimination d'une cible appropriée d'Israéliens. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un déploiement supplémentaire de forces américaines, une autre force de frappe, l'annonce publique de déploiement d'un sous-marin possédant des missiles balistiques et aussi un redéploiement de l'armée de l'air. C'est un déploiement extraordinaire, exceptionnel de forces américaines. Et je pense que parfois les Israéliens ont pas toujours été généreux avec ce déploiement. Alors les Américains sont un peu comme un bodybuilder dans une salle de gym. Vous savez, peut-être qu'ils n'attaquent pas, mais la présence d'un bodybuilder dans une salle de gym peut dissuader quelqu'un d'attaquer. J'ai beaucoup aimé la comparaison entre un bodybuilder et les États-Unis. Dernière question rapidement, Bradley Bowman, concernant les propos de Joe Biden et d'Emmanuel Macron, notamment le président français, qui disent qu'il faut un cessez-le-feu coûte que coûte. Est-ce que ce qui serait pas plus simple, c'est de dire il faut que le Hamas jette les armes avant de parler de cessez-le-feu? C'est trop simpliste ou c'est réel? Il faut se souvenir qu'il y avait un cessez-le-feu le 6 octobre. C'est quelque chose que le Hamas a déclenché, cette guerre, et donc il paye le prix de cette guerre. Le Hamas pourrait finir cette guerre en déposant les armes. Nous savons que cela n'arrivera pas parce que nous connaissons bien l'idéologie. Et je dirais qu'il y a des choses plus importantes que le cessez-le-feu, c'est de sécuriser les relations entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis devraient continuer à envoyer des armes pour permettre la sécurité d'Israël et pour se défendre face au plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. Et cesser ces envois d'armes et nuire à ces relations, cela portera atteinte uniquement aux relations entre les États-Unis et Israël. Merci infiniment, Bradley Bowman, directeur des FDD, Foundation for Defense. Et vous avez trouvé la solution, donc on va envoyer beaucoup de bodybuilders dans la région. Ça risque de faire peur et à l'Iran et au Hezbollah. Merci à vous. Merci. On revient également sur cette nouvelle opération antiterroriste dans la zone de Naplouse. Un terroriste libéré dans le cadre de la libération des otages en novembre dernier. Décidément, un de plus. Ava Mergi. Une explosion dans le camp de Balata, près de Naplouse. Dans la nuit, 2 terroristes sont éliminés dans une frappe de drone de Tsahal. Au cours de l'opération, les terroristes ont tiré sur les forces et leur ont jeté des explosifs. Les forces ont répondu par des tirs. De plus, un avion de l'armée de l'air a attaqué et éliminé 2 hommes armés qui mettaient en danger les forces opérant dans la zone. Les 2 Palestiniens tués dans ce raid, Ahmad Sheikh Khalil et Wael Machar. Le second, âgé de 18 ans, avait été libéré en novembre dans le cadre de l'accord d'échange de prisonniers conclu entre Israël et le Hamas. Ce jeudi, ces funérailles ont lieu à Balata. Dans le cortège, de nombreux drapeaux du Fatah. Cette nuit, Tsahal et la police des frontières étaient aussi venus sécuriser l'entrée des fidèles juifs au tombeau de Joseph à Naplouse. La veille, les forces israéliennes ont achevé une opération de 12 heures en plein jour au nord-est de Naplouse. Toubas, Tamoun et Al-Farah, un nouveau triangle du terrorisme de plus en plus actif.
L'ambition des terroristes, transformer ces localités palestiniennes en véritables bastions, comme Jenin ou Tulkarem. Laboratoire de fabrication d'explosifs, caméras, pour prévenir de l'arrivée de Tsahal ou engins explosifs enfouis sous terre. Déjà, les méthodes sont les mêmes. En espérant tirer parti de cette zone stratégique entre la vallée du Jourdain et la Samarie et sa proximité avec la frontière jordanienne qui sert de relais pour la contrebande d'armes, mais aussi d'un contrôle plus imparfait de la part des forces de sécurité palestiniennes. Pour l'heure, Tsahal opère dans cette zone pour contrer le terrorisme. Et selon des sources bien informées, en Turquie, Ankara n'est pas prêt à débloquer les 3 milliards de dollars placés en banque par Ismaël Haniyeh à ses enfants, ainsi que des avoirs de biens immobiliers. Pour en parler, j'accueille Vincent Cheba. C'est Vincent, vous êtes chercheur au NGO Monitor. Est-ce que c'est pas l'histoire d'un voleur volé à son tour ? Alors visiblement on a un problème technique avec Vincent. Vincent Cheba, chercheur de NGO Monitor. Voilà, on vous a retrouvé Vincent. Est-ce que, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Est-ce que finalement l'histoire de fait que les Turcs ne veulent pas débloquer l'argent aux enfants d'Ismaël Haniyeh, ce n'est pas l'arroseur arrosé en fait? Écoutez, il y a peut-être plusieurs raisons à cette manipulation des Turcs, mais on va dire ce qui est en tout cas révélateur, c'est que encore une fois, quand on regarde un petit peu les groupes terroristes palestiniens, que ce soit le Hamas, que ce soit le Djihad islamique, ou même à l'époque le Fatah, qui aujourd'hui qui n'est plus reconnu comme terroriste européenne, mais même le Fatah, voilà, c'est des gens en définitive qui se sont enrichis au fur et à mesure des années. Et quand on regarde un petit peu ce qui a été donc publié dans la presse, quand on regarde Ismaël Haniyeh, mais aussi Moussa Abou Marzouk et Khaled Meshaal, on parle de 3 personnes qui ont jusqu'à aujourd'hui 11 milliards de dollars donc d'actifs en leur poche. Donc c'est énorme et ça montre encore une fois la corruption au sein donc des organisations terroristes. On sait comment ils les ont obtenus. D'investir donc cet argent pour le peuple palestinien. Alors, écoutez, déjà, on sait que, par exemple, le Qatar, jusqu'au 7 octobre, donc transférait entre 100 millions et 400 millions de dollars par an au Hamas via donc ces 3 personnalités que je viens de décrire. Maintenant, vous avez aussi donc l'Iran qui fournit environ 100 millions de dollars au Hamas chaque année. Et après, on peut imaginer aussi que cet argent est détourné donc par ces leaders du Hamas, de l'argent qui vient donc des fonds de donations, donc de dons qui arrivent d'Amérique ou des gens d'Europe. Et je vous donne simplement l'exemple de Humanitaire, donc l'organisation que vous connaissez qui siège en France. Lorsque la France a décidé donc de geler les fonds de cette ONG à cause de ses liens avec le Hamas, on ne parlait pas de 100, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, on parlait de 36 millions d'euros. Donc il y a énormément d'argent qui est en jeu et c'est possible que donc des dirigeants de cette organisation terroriste puisent dans l'argent qui est donc censé arriver donc aux mains des Gazaouis ou aux mains donc des habitants de Judée-Samarie et qui se servent directement, qui se les mettent dans la poche. Donc il y a ça, et aussi bien sûr il faut prendre en considération donc toute l'aide humanitaire qui arrive chaque année des pays européens, de l'ONU ou d'autres organismes. Et là on parle donc de plusieurs milliards par an, et c'est possible encore une fois que même une infime partie de cet argent, s'il est donc pris de côté par les organisations terroristes, alors on peut mettre quand même plusieurs dizaines ou centaines de millions par an, donc c'est beaucoup d'argent. Vous parlez d'ailleurs de ces fonds. Al-Sharq Forum, une ONG turque financée par l'Union européenne, rend hommage au martyr Haniyeh. D'abord, est-ce qu'on sait qui est cette ONG ? Oui, alors encore une fois, c'est une ONG qui travaille pour les droits de l'homme, c'est une ONG qui a pour but donc de sensibiliser la jeunesse
donc on va dire à prendre connaissance ou conscience du monde politique, de la société, essayer donc de faire du bien autour d'eux. Donc encore une fois, c'est une ONG qui répond traditionnellement donc aux critères de ce qu'on a des ONG, de travailler pour les droits de l'homme et aussi de former des bons citoyens. Et là, on se rend compte que cette ONG qui est financée entre autres donc par l'Union européenne, effectivement, comme vous avez dit, ont rendu hommage à Ismail Haniyeh, donc le leader terroriste. Maintenant, mais ça veut dire quelque chose, on va dire, qui est ça veut dire que c'est quelque chose qui est courant. On a réussi. Oui. Ça veut dire, Vincent Cheba, qu'il n'y a aucune transparence au sein des sommes débloquées par l'Union européenne. Pas entendu. Ça veut dire qu'en clair, il n'y a pas de transparence. Il y a clairement un manque de contrôle des fonds. Et d'ailleurs, on l'a révélé il y a quelques semaines donc par Geomonitor, où on a vu que une ONG basée à Paris qui s'appelle donc l'Initiative féministe européenne, 10 millions d'euros de la Commission 2016 et encore 3 millions d'euros de la France donc actuellement. On a vu que plusieurs des membres du conseil d'administration de cette ONG féministe ont glorifié les attaques du 7 octobre, ont nié donc l'existence des crimes sexuels donc perpétrés par le Hamas et d'autres groupes terroristes lors du 7 octobre, etc. Et c'est vrai qu'on a alerté les pouvoirs publics. Vous avez la députée Caroline Yadan qui, par son initiative, a réussi à collecter une vingtaine de signatures de députés pour demander des comptes donc au directeur de l'AFD, de l'Agence française de développement, mais il faudrait aussi poser ce même genre de questions à la Commission européenne pour qu'ils rendent des comptes et qu'ils prennent des sanctions contre ces ONG, en définitive, qui prennent de l'argent du contribuable pour faire avancer donc une sorte d'agenda qui est contre, on va dire, les valeurs de l'Union européenne et qui finalement, en quelque sorte, est aussi donc une sorte de vecteur de radicalisation de la population. Et ça, c'est très dangereux. Merci Vincent Cheba, c'est très dangereux effectivement parce que non seulement il n'y a pas de transparence et surtout le fait qu'on ne sait pas où va cet argent au final. Encore une fois, on rappelle quand même que c'est le principal titre de cette interview avec vous, de cet entretien. Une ONG financée par Bruxelles, turque certes, mais financée par Bruxelles, eh bien rend hommage à un leader terroriste, en l'occurrence Ismail Haniyeh. Merci Vincent Cheba, chercheur au NGO Monitor, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. Restez connectés sur i24 News. Ce soir, bien évidemment, aux commandes du Prime. Vous retrouvez Jean-Charles Banoun et juste après l'émission Conversation avec David Neeman. Bonne soirée à vous, à toutes et à tous.